Aujourd'hui, donc, on va introduire le chapitre de l'électrostatique. Avant de parler des causes et des effets de ce phénomène, on doit avant tout parler un peu des éléments de surface et des éléments de volume, des systèmes de coordonnées cylindriques et sphériques. Pour le système de coordonnées cylindriques, donc, pour un cylindre comme ça, d'axe OZ, de rayon R, pour n'importe quel point M de l'espace, le système de coordonnées cylindriques est défini par ces trois vecteurs de base, UR, Uθ et UZ. La partie élémentaire pour le déplacement élémentaire d'un point M quelconque, elle s'écrit dr UR plus R dθ Uθ plus dz UZ. Donc, pour le cylindre, on peut définir la surface latérale du cylindre et la surface du base du cylindre. Ce sont presque les deux surfaces qui sont fréquemment utilisées. Il y a une troisième surface que je ne vais pas parler aujourd'hui parce qu'elle est presque non utilisée. Pour la surface latérale, on remarque bien que lorsqu'on se déplace sur une surface latérale, le rayon est constant. Il y a variation de l'angle θ, de l'altitude z, mais le rayon il est constant. Donc, l'élément de surface d'une surface latérale, sans utiliser la variation du rayon, c'est le R dθ dz. C'est le point de vue module. Le vecteur qui est en tout point perpendiculaire à la surface latérale, c'est le vecteur unitaire UR. Pour la surface de base, lorsqu'un point M se déplace sur une base, donc l'altitude Z n'est pas modifiée, mais le rayon et l'angle θ sont modifiés. Donc, le ds base, sans modifier le Z, c'est donc le dr fois R dθ. Et bien sûr, on remarque bien que le vecteur unitaire qui est toujours perpendiculaire à la surface de base, c'est le UZ. C'est le UZ. Donc, c'est égal R dr dθ fois UZ. Donc, pour un cylindre, par exemple, de hauteur H et de rayon R, si on veut chercher la surface de base, bien sûr, c'est le double intégral de ds base. Bien sûr, on utilise une double intégrale parce que, comme vous remarquez, il y a deux variables dans l'élément de surface ds base. C'est le rayon qui varie et le θ qui varie. Par séparation de variables, c'est l'intégrale de RdR, l'intégrale de dθ, de 0 à grand R, de 0 à 2pi, c'est égal R carré sur 2 fois 2pi, c'est égal donc à pi R carré, c'est la fameuse surface d'un cercle. Pour la surface latérale, c'est l'intégrale double de ds latéral. Donc, ds latéral, R dθ dz, on remarque bien que les variables sont le θ et le z. Le rayon, c'est une constante. Ici, pour ce cylindre, le rayon, c'est égal à grand R. Donc, c'est l'intégrale double de grand R dθ dz. Le grand R, c'est une constante. Le dθ varie entre 0 et 2pi. Et le dz varie entre 0 et h. C'est égal à 2pi r h. Ça, c'est pour un cylindre. Donc, on va remarquer bien dans ce chapitre que ces éléments de surface sont très utilisés dans les problèmes de l'électrostatique. Pour maintenant, le système de coordonnées sphériques. Pour le système de coordonnées sphériques, donc je vais prendre une sphère de centre O et de rayon R. Donc, pour une sphère de centre O, de rayon grand R, pour un élément M quelconque de l'espace,
et en coordonnées sphériques. Donc, on peut définir les vecteurs de base UR, Uθ et le UφI. Ben, le DOM pour le système de coordonnées sphériques, c'est le DR UR, R dθ Uθ et R sinus θ dφ fois UφI. Bien sûr, la démonstration de cet élément, donc DOM, on a bien démontré dans le chapitre du mécanique. Pour l'élément de surface DS, pour une sphère, généralement, on utilise seulement la surface extérieure de la sphère. Donc, pour cette surface-là, bien sûr, lorsqu'on se déplace sur cette surface, le rayon ne varie pas. C'est-à-dire pour l'élément de surface DS, pas de variation de rayon. C'est donc le R dθ fois R sinus θ dφ fois UR, c'est-à-dire R carré sinus θ dθ fois dφ fois UR. La surface donc d'une sphère, c'est le double intégral du ds. Pour cette sphère de rayon R, donc le rayon petit r ici n'est pas une variable, c'est une constante, donc je peux le faire sortir de la double intégrale parce que les variables sont θ et phi. Tout ce qui varie en fonction de θ, donc je le mets avec le d θ, et tout ce qui varie en fonction de phi, je le mets donc avec dφ. Le phi, bien sûr, c'est cet angle-là, qui tourne donc comme ça. Il varie entre 0 et 2π. Le θ, bien sûr, comme vous savez bien, c'est l'angle qui tourne comme ça. Donc, c'est entre 0 et π. Entre 0 et π. Donc, c'est égal R carré. L'intégrale de sinus θ, c'est bien sûr le moins cos θ entre 0 et π, fois le phi entre 0 et 2π. C'est égal R carré fois moins cos pi plus cos 0, c'est 2, et ici c'est 2π, donc c'est égal à 4π R carré. 4π R carré. Maintenant pour les éléments de volume. Pour la sphère, l'élément de volume donc des taux, pour l'élément de volume, les trois coordonnées du système de coordonnées sphériques bien sûr sont variables. Il y a variation du rayon, variation de l'angle θ et variation de l'angle phi. Donc pour le d2, c'est le dr, r dθ et r sinus θ dφ. C'est égal r carré sinus θ dθ, r carré, bon, dr, j'ai oublié le dr, donc r carré dr, r carré dr, le sinus θ dθ et le dφ. C'est-à-dire que le volume de la sphère, c'est le triple intégral de d taux, c'est-à-dire l'intégrale de r carré dr, l'intégrale sinus θ dθ et l'intégrale de dφ. Le rayon, bien sûr, varie entre 0 et grand R, le θ entre 0 et π, et le phi entre 0 et 2π. Donc c'est égal r au cube sur 3 fois 2 fois 2π est égal à 4 tiers pi r au cube. Pour le volume maintenant d'un cylindre, pour le cylindre, donc comme on a dit tout à l'heure, le DOM c'est le dr UR plus R dθ Uθ plus le dz fois z. Donc le même cylindre que tout à l'heure. Donc le d taux c'est égal dr fois R dθ fois dz. Et le volume taux c'est le triple intégral de d taux, c'est-à-dire l'intégrale de R dr, l'intégrale de dθ, l'intégrale de dz. Donc pour le cylindre de tout à l'heure, le dz c'est entre 0 et h, θ entre 0 et 2π, et le rayon entre 0 et grand R, c'est égal R carré sur 2 fois 2π fois h est égal
πr carré fois h. Bien. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ces éléments de surface et ces éléments de volume sont très importants dans notre travail et dans l'étude des phénomènes reliés à l'électrostatique. Maintenant, lorsqu'on parle de l'électrostatique, donc normalement on parle du champ électrostatique E. Le champ E, c'est l'effet du phénomène. Mais c'est quoi la cause du phénomène? Donc, pour parler du champ électrostatique E, il faut parler avant tout de la charge. La cause de ce phénomène, c'est la charge. Lorsqu'on a une charge Q seule dans l'espace, cette charge, il y a des lignes de champ donc, qui vont sortir de cette charge. Donc, si la charge est positive, les lignes de champ divergent de la charge, et si la charge est négative, les lignes de champ convergent vers la charge. Dans ces conditions, on dit qu'en tout point M de l'espace, il y a création d'un champ électrostatique E. Donc ça, c'est le champ E. Donc vous voyez, qui c'est le champ E. Si la charge est placée en un point P, le champ électrostatique E créé en tout point M de l'espace, donc E est égal Q sur 4pi epsilon 0 fois Pm sur Pm au cube. Bon, pour l'epsilon 0, le 1 sur 4pi epsilon 0, déjà, c'est une constante K qui est égale à 9, 10 puissance 9 dans le système international. Donc, ici, c'est le Pm vecteur, et ici, bien sûr, c'est le module du vecteur Pm au cube. Donc, maintenant, pour parler de la force de Coulomb, si on veut parler de la force de Coulomb, donc, il nous faut une autre charge placée au point M. Donc, si au point M, je place ici une charge grand Q, dans ces conditions, je peux parler de la force qui s'exerce au point M, qui est égale à la charge Q multipliée par E. Mais si dans l'espace, il y a une seule charge, donc on ne peut pas parler d'une force de Coulomb. On parle seulement du champ électrostatique E. Ben, donc, maintenant, pour une distribution de charge, elle peut être une distribution discrète ou bien une distribution continue. Ben, pour une distribution discrète, si on a par exemple ici une charge Q1, une charge Q2, une charge Q3, et je veux chercher le champ en un point M ici. Ça c'est donc le P1, le P2 et le P3. Donc normalement, le champ E au point M, c'est le champ E créé par la charge Q1 au point P1, plus le champ E créé par la charge Q2 au point P2, plus le champ E créé au point P3 par la charge P3. On dit que c'est le théorème de superposition. C'est le théorème de superposition. C'est-à-dire, le champ créé par la charge Q1, c'est quoi? C'est le Q1 divisé par 4pi epsilon 0 P1M sur P1M au cube, Q2 sur 4pi epsilon 0 P2M sur P2M au cube, et le Q3 fois P3M sur 4pi epsilon 0 fois le P3M au cube. Donc, cette méthode, elle est utilisée lorsque les charges sont discrètes. Mais, généralement, on va utiliser aussi des charges continues.
C'est quoi une charge continue? Une charge continue, elle peut être une charge linéique, une charge continue sur une ligne, ou bien une surface chargée, ou bien un volume chargé. Bien, un volume chargé. Ben, donc, si on a une ligne chargée, on parle de la densité linéique charge lambda, qui est égale à la charge par unité de longueur. Si on a une surface chargée, on parle de la densité surfacique charge sigma, qui est égale à la charge par unité de surface. Et si on parle d'un volume chargé, on parle de la densité volumique charge, ρ, qui est égale à la charge par unité de volume. Donc, le lambda, bien sûr, il s'exprime en coulomb mètre moins 1, sigma en coulomb mètre moins 2, ou ρ en coulomb mètre moins 3. Dans ces conditions, comment on peut chercher le champ électrostatique E créé par une telle charge? Si on a une ligne chargée, on va diviser cette ligne en petits éléments de longueur, centrés. Chaque élément est centré en un point P. Le point P, bien sûr, il peut décrire toute la longueur. Cet élément, il contient une charge élémentaire dQ qui est égale, d'après cette formule-là, qui est égale à lambda dr. Si on a maintenant une surface chargée, on peut la diviser en des petites surfaces, chacune centrée en un point P, et chaque petite surface contient la charge élémentaire dQ qui est égale à sigma ds, et pour l'élément de volume, bien sûr, on peut le diviser en plusieurs volumes élémentaires, et chaque élément contient la charge dQ qui est égale à ρ fois d2. Ces éléments de charge élémentaire, on peut les considérer comme des charges ponctuelles. Cette charge ponctuelle, elle crée en tout point M de l'espace un champ élémentaire dE qui est égal dQ sur 4pi epsilon 0 fois Pm sur P1. Donc j'ai utilisé la même formule que le champ E créé par une charge ponctuelle. Mais ici, puisque ce n'est pas toute la charge, c'est juste une charge élémentaire, donc je parle du champ élémentaire dE. Donc, ceci bien sûr, il est valable pour n'importe quel type de charge. Mais lorsque je cherche le champ E total, ici par exemple pour une ligne chargée, puisque je l'ai divisée en plusieurs charges élémentaires, tous sont des charges linéiques, donc le champ E, c'est quoi? C'est la somme de tous les champs élémentaires créés par tout élément qui porte la charge élémentaire dQ. Puisque je fais la somme, puisque je fais une sommation continue, donc la somme, elle se traduit par un intégral. Donc le E, c'est égal à l'intégrale de dE. Lorsque, bien sûr, la charge est surfacique, donc le champ E, lorsque je somme, je dois sommer par le double intégral, parce que lorsque je calcule le dE, déjà, je vais trouver deux variables, et pour une distribution volumique, le E, c'est le triple intégral de dE. Ça, c'est donc du point de vue calcul. Mais, avant de se lancer au calcul, il faut avant tout utiliser quelques notions physiques pour simplifier ce calcul. La plus importante de ces notions, c'est les plans de symétrie. C'est quoi un plan de symétrie? Plan de symétrie, donc, ou bien d'antisymétrie. Donc, un plan de symétrie, il peut être appelé aussi plan de symétrie paire dans certains cours. Donc c'est un plan qui divise la distribution de charge en deux parties égales. Il doit passer donc par le point M où on veut calculer le champ. Ce plan est dit plan de symétrie lorsque toutes charges Q sont symétriques, c'est une charge Q aussi, de même valeur
en module et en valeur absolue. Pour les plans d'antisymétrie, ils peuvent être donc appelés aussi dans certains cours plans de symétrie ampère. Donc, donc c'est un plan qui divise la distribution de charge en deux parties égales et passe par le point M où on veut calculer le champ. Ici donc, la symétrie d'une charge Q, c'est une charge moins V. L'importance de ces plans-là, c'est la plus grande, la plus importante caractéristique, c'est que le champ E, il est parallèle au plan de symétrie, et il est orthogonal au plan d'antisymétrie. Comment donc on peut utiliser ces plans pour simplifier le calcul? Ces plans peuvent nous donner directement la direction du champ E, donc on peut projeter le champ élémentaire des E directement sur cette direction. Vous allez voir donc, lorsqu'on fait donc les applications, que ça simplifie beaucoup le calcul. Comment on détermine la direction du champ E? L'exemple donc qui peut nous expliquer convenablement cette caractéristique, c'est celui-ci. Donc je vais prendre un disque. Ce disque, il est chargé en surface, c'est un disque donc de centre O et de rayon R. Et je vais chercher, bon, avant tout, donc ça c'est l'axe des X, disons, ça c'est l'axe des Y, ou l'axe des Z, donc c'est orthogonal à ce disque. Je vais m'intéresser à chercher la direction du champ E en un point M qui appartient à l'axe des Z. On a un point M qui appartient à l'axe des Z. En premier temps, je vais prendre cette distribution de charge. Ici, c'est une distribution continue. C'est-à-dire, elle est décrite par une densité de charge, sigma, qui est égale à sigma 0, est égale à une constante. Dans ces conditions, bien sûr, lorsque la densité de charge est uniforme, je peux parler seulement du plan de symétrie. Je ne peux pas parler du plan de symétrie, d'antisymétrie. Impossible. La distribution de charge, elle est continue. Ici, on remarque que le plan ici qui passe par le point M et qui est défini par les vecteurs UX et UZ, vous remarquez bien que c'est un plan de symétrie. Il divise la distribution en deux parties égales et la symétrie de chaque charge Q est une charge Q aussi. Donc, pour ce plan-là, c'est aussi un plan de symétrie, donc c'est le plan MUX, MUYUZ. Ça, c'est aussi un plan de symétrie. Donc, le champ E, il est inclus dans ce plan, il est inclus dans ce plan. Donc, bien sûr, le champ E, il appartient à l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire que le champ E, il est porté par UZ. Le champ E, il est porté par UZ. Si maintenant, je vais prendre le même disque et le même problème, c'est-à-dire je vais chercher le champ en un point M de l'axe OZ. Donc, ça c'est le disque. Ça c'est le disque. Ça c'est le disque. L'axe des X, l'axe des Y, ça c'est l'axe des Z, et je vais définir ici l'angle θ. Ce disque, il porte une distribution de charge sigma qui est égale sigma 0 fois cos θ. La distribution de charge maintenant n'est plus uniforme. Donc dans ces conditions, le cos θ ici, c'est bien sûr positif. Son symétrique ici, c'est aussi positif, parce que ces deux points portent le même cosinus. Mais son symétrique par rapport à l'axe des Y, c'est négatif. Ici aussi, c'est négatif. Donc, lorsque je prends ce plan-là, la symétrique d'une charge positive, c'est aussi une charge positive. Donc, pour le M UX,
UZ, c'est un plan de symétrie. Mais lorsque je prends ce plan-là, la symétrique de la charge plus, c'est une charge moins, et la symétrique d'une charge plus, c'est une charge moins. Donc, le M Y UZ, c'est un plan d'antisymétrie. Donc, puisque le champ E il est orthogonal au plan d'antisymétrie, donc je peux constater que le champ E ici, il est porté par UXA. Il est porté par UXA. Bien sûr, donc, je parle d'un point M qui appartient à l'axe des Z. Donc, dans ces conditions, ce plan de symétrie, il est inutile. Donc, dans les problèmes de l'électrostatique, si on trouve un plan d'antisymétrie, ce n'est pas la peine de chercher un plan de symétrie. Il est inutile. Donc, comme ça, on a bien introduit donc, ce chapitre. Il y a donc juste quelques problèmes de calcul dans la résolution des exercices. C'est ce qu'on va donc le traiter dans des prochaines vidéos. Je vous remercie et à la prochaine.